Aujourd'hui, nous allons parler des invasions d'îles. Oui, je pense que c'est le principal sujet qui a été discuté ces derniers jours avec l'arrivée de renforts américains dans la zone d'opération du Moyen-Orient. Et la plupart des analystes évoquent une possible action terrestre contre des îles iraniennes, pas directement contre le continent, n'est-ce pas? Et ces îles iraniennes se répartissent en deux cibles distinctes. D'abord, il s'agit d'une seule île, c'est la cible économique, l'île Arg. C'est l'île qui contient toute l'infrastructure de traitement et de distribution du pétrole iranien. Pratiquement toute, 90%. Une autre cible serait l'ensemble des îles du détroit d'Ormuz. Là, ça peut être l'île d'Ormuz, l'île de l'Arak ou la grande île de Cachemire. L'une de ces trois îles, selon l'objectif de l'invasion, pourrait être la cible, vraiment de cette première action amphibie américaine dans ce conflit. Maintenant, si nous ici sommes en train d'en parler, là-bas en Iran, on doit déjà en parler aussi, et depuis longtemps. Autrement dit, il y a déjà une planification, il y a déjà une préparation sur ces îles pour appliquer le même traitement que celui qui est donné à une plus grande échelle, n'est-ce pas? Autrement dit, empêcher la victoire. Ne pas gagner car l'Iran sait que c'est irréalisable. Mais refuser la victoire à l'ennemi. Est-ce que cela se fait aussi sur les îles? Eh bien, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, le 1er avril 2026, tu es en train de la regarder. Exactement 81 ans après une opération qui a marqué l'histoire militaire et aussi celle de la Seconde Guerre mondiale elle-même, n'est-ce pas? L'invasion de l'île d'Okinawa près du Japon, à 500 km au sud de Kyushu. Le 1er avril 1945, donc, la 10e armée des États-Unis, commandée par Simon Bolivar Buckner Jr., a envahi la baie de Aguchi, sur l'île d'Okinawa. L'île d'Okinawa est la plus grande des îles de l'archipel Ryukyu, qui se trouve près du Japon, bien qu'extrêmement éloignée des bases américaines, les plus proches dans le Pacifique, au nord-est. Et les Américains, à cette époque, ont fait ce pas si important, n'est-ce pas? Envahir l'île d'Okinawa, parce qu'ils se préparaient déjà à l'invasion amphibie du Japon. C'était l'étape nécessaire pour finir la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'à ce moment-là, très peu de gens savaient qu'une bombe atomique était en cours de développement. Et ceux qui savaient qu'elle était en cours de développement savaient très bien qu'il n'y avait aucune garantie qu'elle fonctionnerait à cette époque. Tout était encore très expérimental, hypothétique. Alors, quand tu vas envahir une grande masse de terre ennemie, tu as besoin d'une base logistique, tu as besoin d'un endroit qui te serve d'entrepôt. Tu as besoin d'un endroit qui va abriter non seulement tes soldats, mais aussi les munitions, le carburant, les médicaments, les uniformes, les avions, les navires, tout ça. Il faut que ce soit tout prêt. Plus c'est proche, mieux c'est. On a vu ça là-bas en Normandie, n'est-ce pas, en 1944? Quelle était la base logistique des Alliés? C'était l'Angleterre, juste de l'autre côté du canal. Okinawa était bien plus loin, n'est-ce pas, que la distance du canal de la Manche entre l'Angleterre et la France, mais à l'échelle du Pacifique, c'était même assez proche. Donc Okinawa a été envahi pour cette raison. Mais tu sais quoi? Cette décision n'était pas si exclusive, n'est-ce pas, à la réflexion américaine. Les Japonais aussi pensaient bander que cela pourrait arriver. Et ils ont réussi à se préparer pour se défendre contre ce genre d'action, n'est-ce pas? Qui était le commandant d'Okinawa à l'époque? C'était le général Mitsuro Ushijima. Et Ushijima a reçu des ordres de Tokyo pour repousser l'invasion nord-américaine, n'est-ce pas? Tokyo était en train de planifier cela. Et j'aimerais faire ce parallèle, parce que c'est vraiment un parallèle que je trouve pertinent, n'est-ce pas? Réaliser la plus grande attaque suicide de l'histoire. La plus grande attaque kamikaze jusqu'alors. Quand je dis kamikaze, j'utilise le terme de façon assez large. Je parle des avions d'attaque spéciale de la marine des États, de la marine japonaise.
Et aussi des bateaux suicides. Il y avait des vedettes suicides, des bateaux suicides, ainsi que des mini-sous-marins suicides. Et même une sorte de grenade de contact explosive, de contact, qui était montée au bout d'un bambou. Et le gars devait simplement coller ça contre un véhicule américain pour le faire exploser. C'était le dernier et le plus low-tech type de kamikaze que les Japonais ont utilisé. Regarde donc la préparation d'Ushijima qui avait été planifiée pour repousser l'invasion américaine de manière très rationnelle n'a jamais été exécutée de cette façon. Parce que Ushijima, personnellement, n'avait aucun espoir de pouvoir repousser l'invasion américaine. Mais ce qu'il voulait, c'était faire payer un prix extrêmement élevé en vies humaines. Pour chaque mètre d'Okinawa qui serait conquis, et retarder cette conquête le plus longtemps possible. Ouais. Alors Ushijima a décidé de ne pas défendre les plages, car il savait que les plages de débarquement seraient soumises à des bombardements très intenses. Une concentration de feu américain extrêmement intense. Alors il a dit « Écoutez, c'est du gaspillage de soldats, c'est du gaspillage de ressources. Je ne vais pas défendre les plages. » Ainsi, le 1er avril 1945, il y a 81 ans précisément, quand le 24e corps d'armée, le général John Hodge, et le 3e corps amphibie de Marines, le général Roy Geiger, ont débarqué à Okinawa. Ils n'ont rencontré presque aucune opposition. C'était comme ça, tout le monde croyait que ce n'était même pas réel. Même le jour du poisson d'avril, choisi pour l'invasion, a semé la confusion. Tout le monde était perdu, les soldats aussi. Où sont-ils? Où sont les Japonais? Que se passe-t-il? Tout le monde était confus. Mais ensuite, pendant les 5 jours suivants, l'invasion s'est déroulée sans accroc, mec. Elle s'est déroulée très tranquillement. Le 24e corps d'armée est descendu. Il est allé au sud de l'île. Le 3e corps amphibie de fusiliers est monté. Il est allé au nord de l'île. Les fusiliers, dans les 15 jours suivants, ils ont nettoyé tout le nord de l'île. Ils ont tout nettoyé. Quand je dis qu'ils ont nettoyé, c'est qu'ils ont eu très peu d'opposition. Presque personne ne défendait cet endroit. Alors ils sont entrés partout, ont sillonné toute l'île et ont essentiellement pris Okinawa. Mais la situation n'aurait pas pu être plus différente avec le 24e corps. Complètement différente. Le ciel et l'enfer. Presque littéralement. Le 24e corps. Tu te souviens que j'ai beaucoup parlé du renseignement, n'est-ce pas, dans la dernière vidéo? Si tu ne l'as pas vu, va jeter un œil. Le 24e corps, le 10 avril, 6 jours après l'invasion, est tombé nez à nez. Il est tombé sur une ligne défensive dont les Américains n'avaient absolument aucune idée de l'existence. Ils n'en avaient vraiment aucune idée. Appelée la ligne de la mort. La ligne Makinato a été une surprise totale. Peut-être que la dernière grande surprise ennemie que les Américains ont eue pendant la Seconde Guerre mondiale a été la ligne Makinato. Et la ligne Makinato possédait en effet des casemates avec des lignes de tir entrecroisées, n'est-ce pas, des champs de tir croisés, qu'on appelle des kill zones ou zones de mort. N'est-ce pas? Elle était aussi largement complétée par des positions d'artillerie cachées dans le relief, des mortiers et, enfin, des soldats très bien positionnés, extrêmement aguerris. Et c'était quelque chose que les Américains n'avaient jamais vu auparavant, du moins dans cette proportion. Ils se voyaient engagés dans le combat, de la manière la plus incroyable, absurde et sanglante possible. Pour ceux qui ont déjà vu la série là-bas, ils se sentent coupables. Pra quem já viu lá Engagés dans la lutte, coupables. Des civils engagés dans la lutte ne se sentent pas coupables. Ceux qui ont déjà vu savent très bien de quoi je parle. D'accord? Des civils japonais ont été entraînés.
D'abord, ils ont été préparés, n'est-ce pas? Le service de guerre psychologique que le gouvernement lui-même a exercé sur les Japonais était un véritable lavage de cerveau, en fait, sans risque de donner l'impression que j'exagère. Oui, il disait mais que les Américains étaient un des cannibales, qu'ils allaient é, essentiellement violer, tuer et faire toutes sortes de de cruauté possible envers eux, de sorte que ces civils ont alors été imprégnés de cette haine et ont été armés de bambous aiguisés. Tu prends le bambou, tu le coupes en travers ici, de ce côté-là, n'est-ce pas? De côté, ce que je veux dire, c'est en biais, n'est-ce pas? Et là, il devient tranchant. Tu crées une pointe sur le bambou. Ensuite, tu donnes ce bambou aiguisé à une femme, à un vieil homme ou à un enfant. Et tu dis à ces personnes-là de foncer sur les soldats américains. Alors, quand le premier d'entre eux atteint un soldat, tous les autres deviennent méfiants et restent sur leur garde en permanence. Le résultat de cela, que tu as aussi déjà vu dans The Pacific, c'est la brutalisation totale du soldat envers le civil. Tu vois là le personnage de Sledge, n'est-ce pas? Il tue un jeune japonais là-bas qui s'était pratiquement rendu presque inoffensif, n'est-ce pas? Et il exécute le japonais avec son revolver. Je me souviens que c'était un revolver, pas un pistolet. Mais ce qui s'est passé à Okinawa, c'est que cette situation, l'incapacité de franchir la ligne Makinato, et la précipitation imposée par le commandement aux soldats a créé une sorte de machine à broyer de la viande. Ça a fait un vrai hachoir là-bas, tu vois, dans lequel les vagues d'attaques successives, quand je dis vagues d'attaques, ce ne sont pas des vagues humaines, non, mais plutôt des tentatives de rupture de la ligne, échouaient avec d'énormes pertes. Et puis, la ligne Makinato a finalement été rompue. ida. Quand les renforts des fusiliers marins venus du nord, qui avaient nettoyé l'île et furent libérés pour venir vers le sud, ont réussi à percer la ligne Makinato le 30 avril. En gros, mec, la ligne Makinato a duré près de 30 jours. Et puis, quand ils ont percé la ligne Makinato, là, ils ont atteint la victoire, tu vois. Non, parce qu'ils sont tombés nez à nez. Juste après, avec la ligne Shuri. La ligne Shuri était encore plus dense, encore plus mortelle que la ligne Makinato. Et là, le problème d'Okinawa, n'est-ce pas, qui était déjà immense. C'est devenu catastrophique. Et là, alors, les taux de mortalité. Autant les Américains que les Japonais sont allés dans la stratosphère. Et c'était encore 30 jours, mec, de hachoir à viande, et pour percer la ligne Shuri. Et c'est là, sur la ligne Shuri, qu'est apparue la célèbre colline du Serrote, la crête de Haxo. Vous connaissez bien le cinéma, n'est-ce pas? Vous connaissez aussi le film sur Desmond Doss. Donc, c'est sur la ligne Shuri que cette situation s'est présentée. Et la division de Desmond Doss, la 77e, avait été transférée à Okinawa, justement pour essayer de percer la ligne Shuri. Pourquoi? Parce que la 96e division, qui combattait depuis le premier jour, avait déjà été pratiquement anéantie. Tout le monde est mort, pour ainsi dire. Le niveau de perte a été immense. Et la 77e a été placée à sa place, pour pouvoir essayer de percer la ligne. De sorte que la ligne Shuri n'a été percée que le 31 mai. Et il a fallu encore 30 jours pour qu'elle soit percée. Donc l'avancée en 60 jours du centre vers le sud de l'île d'Okinawa a été extrêmement lente. C'était un massacre.
dans tous les sens du terme, n'est-ce pas? Et c'était traumatisant. De sorte que, lorsque le 31 mai la ligne Shuri est rompue, les Japonais se divisent en groupes de résistance. Il existe une troisième et dernière ligne. Cette ligne est atteinte le 14 juin, et pendant cette dernière semaine, alors, les Américains déploient toute leur puissance d'artillerie, toute leur aviation, tout, pour pouvoir simplement raser le sud de l'île, pour ne pas laisser pierre sur pierre. Et alors, les deux commandants suprêmes de l'opération, n'est-ce pas, Simon Bolivar Buckner Jr. est tué le 18 par un bombardement d'artillerie japonaise. Et le général Mitsuro Ushijima meurt aussi en commettant un suicide rituel. Le 21, je crois. Le 21 ou le 22 juin. Donc, Okinawa, ça a pratiquement duré 90 jours presque, n'est-ce pas? 90, presque 3 mois complets pour pouvoir être conquise. Non, ce n'était pas du tout prévu d'être aussi long, n'est-ce pas? C'était beaucoup plus court dans les plans. Les Américains ont perdu 12 000. On pense que ce sont des pertes, n'est-ce pas? Non. 12 000 morts. 12 000 morts. 50 000. 12 000 morts. Les Japonais, 110 000 morts. Sur l'île. D'accord? Y compris de très nombreux civils et des militaires. Alors, Okinawa a été le signe de ce que serait l'invasion du Japon. Un signe extrêmement malheureux, désastreux. De ce que serait l'invasion du Japon. Et c'est cela qui a autorisé le président Truman, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'il a autorisé parce qu'il avait déjà donné l'autorisation, mais c'est la responsabilité qu'avait le gouvernement. N'est-ce pas, avec un nombre de pertes très élevé? Cela les a amenés à décider d'utiliser la bombe atomique quand elle a été prête, n'est-ce pas? Un peu moins d'un mois après la fin des combats à Okinawa, il n'y avait aucun doute quant à l'utilisation de la bombe atomique. N'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce que je parle de la bataille d'Okinawa, dans ce contexte d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas que je veuille. Ce n'est pas que je veuille dire que ça va être pareil, parce que bien sûr il y a des différences assez notables. Dans le contexte des deux batailles, de cette possible bataille maintenant avec Okinawa, et aussi dans l'équilibre des forces, n'est-ce pas? L'effectif est bien moindre, autant en attaque qu'en défense. Mais il y a aussi quelques similarités. Par exemple, la préparation dont je vous ai parlé. Ne pouvons-nous pas présumer que ces îles soient assez fortifiées, avec un réseau souterrain de tunnels, n'est-ce pas, avec casemates, interconnectés, complémentaires, avec des zones de tir complémentaires? Oui. Il est possible que toute l'infrastructure de chargement, par exemple, elle soit piégée, oui. Parce que si elle n'est pas à nous, elle ne sera à personne. C'est ça la logique? Toute l'infrastructure de chargement est piégée, et ensuite, voilà. Si l'objectif est rouvrir la région pour le flux de pétrole, un flux ininterrompu, et faire baisser le prix du baril, qu'est-ce que la destruction de la cargaison provoquerait? Pour le prix du pétrole, qu'est-ce que cela signifierait pour la valeur du baril de pétrole? Pendant combien de temps que cette augmentation prévaudrait? Allons-y. Celle-ci, cette décision, est-ce qu'elle n'est pas en train d'être réfléchie et repensée, et réfléchie encore une fois? Parce que, probablement, les services de renseignement israéliens connaissent déjà la réalité. Ou même la Syrie, la CIA, connaît déjà la réalité. L'étendue réelle de ce système défensif, avec ses agents à l'intérieur de l'Iran. Est-ce qu'ils le savent déjà, ça?
Autant les îles du détroit d'Ormuz que Karg sont très proches du littoral, ce qui favorise aujourd'hui aussi l'utilisation de kamikazes, n'est-ce pas? Cela favorise l'utilisation de drones, qui ne sont plus des avions comme il y a 80 ans, mais ce sont des drones. Et aussi des drones maritimes, n'est-ce pas? Ou des vedettes suicides, comme il y a 80 ans. La télévision iranienne a déjà diffusé des images de vedettes suicides. D'accord? É, La suggestion, n'est-ce pas, que je donne ici, à laquelle je pense, le scénario auquel je pense ici, c'est que l'invasion de ces îles peut être une opération coûteuse. Cela peut ne pas se passer aussi facilement que certains pourraient en l'imaginer. N'est-ce pas? Mais cela ne signifie pas que ce sera une répétition d'Okinawa. Il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Je voulais dire que ce sera une répétition complète d'Okinawa. Pourquoi? La philosophie du soldat japonais d'il y a 80 ans et celle du soldat iranien d'aujourd'hui ne sont pas si parallèles que ça. Non. Elles ne sont pas si semblables que ça. Non. Alors, peut-être qu'on ne verra pas une répétition, mais peut-être qu'on verra un scénario inspiré de celui d'il y a 80 ans. Qu'en penses-tu? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis. Mets-nous aussi un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à Salah de Guerra pour ne rien manquer. Je vais m'arrêter ici. Merci encore pour ton audience et un grand salut de la part de Salah de Guerra.